Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous donner le chapitre 6 du cours de Java sur le paquet des entrées-sorties. Une entrée-sortie consiste en un échange de données entre le programme et une autre source. Ce programme peut être la mémoire, un fichier, le programme lui-même, etc. Le Java emploie ce qu'on appelle un flux ou bien un stream qui joue le rôle de médiateur entre la source de données et sa destination. Sur la figure suivante, j'ai une source de données, c'est le fichier 1, et puis une destination, fichier 2, et entre les deux, il y a un flux ou bien un stream pour échanger les données entre le fichier 1 et le fichier 2. Toute opération sur les entrées-sorties doit suivre le schéma suivant. Au début, j'ai l'opération d'ouverture du flux d'entrée-sortie. Ensuite, il y a l'opération de lecture ou bien d'écriture. Et finalement, il y a l'opération de fermeture du flux d'entrée-sortie. D'accord? Donc, il y a l'ouverture, l'opération et la fermeture du flux. Le Java décompose les objets traitant les flux en deux catégories. Il y a les objets qui travaillent avec les flux d'entrée, c'est-à-dire le flux in, c'est pour les opérations de lecture, et les objets qui travaillent avec le flux de sortie, c'est le flux out, c'est pour les opérations d'écriture sur le flux. Voilà la source de données fichier 1 et la destination, c'est le fichier 2. Et entre les deux, il y a le flux d'entrée ou bien le flux de lecture, c'est le in, et le flux d'écriture out. Le plan de ce chapitre est le suivant. Dans la section 1, nous allons parler de la classe file. Ensuite, dans la section 2, nous parlerons des flux d'octets ou bien de traitement des données sous forme d'octets. Et puis, dans la section 3, il y a les flux de caractères, c'est-à-dire comment traiter les données sous forme de chaîne de caractères. Et dans la section 4, nous allons parler de la sérialisation qui permet de sauvegarder des variables de type objet. Nous allons commencer par la première section qui parle de la classe file. La classe file encapsule les fonctionnalités de gestion de fichiers telles que la création d'un nouveau fichier, la suppression, le renommage, la date de la dernière modification et plusieurs autres fonctionnalités. Nous allons énumérer ici un certain nombre de méthodes de la classe file. Il y a la méthode create new file qui retourne un booléen et qui permet de créer un nouveau fichier vide et qui retourne true si la création est réalisée avec succès. La deuxième méthode est la méthode exists qui permet de renvoyer vrai si et seulement le fichier existe. Ensuite, il y a la méthode getName qui permet de retourner le nom du fichier. La méthode isFile qui permet de vérifier si le fichier en question est un fichier et non un répertoire. Ensuite, il y a la méthode getPath qui permet de retourner le chemin vers le fichier. Il y a aussi la méthode getAbsolutePath qui permet de retourner le chemin absolu vers le fichier. Ensuite, il y a la méthode compareTo. En entrée, elle demande un chemin vers un fichier. Donc, cette méthode permet de comparer deux chemins. Ensuite, il y a la méthode renameTo qui demande en entrée le nom d'un fichier. Donc, cette méthode va renommer un fichier et elle retourne false si le fichier destination existe déjà. Et de cette façon, le renommage ne sera pas effectué. Donc, il faut attribuer un nom unique à un fichier. Il ne doit pas déjà être affecté à un autre fichier. Ensuite, il y a la méthode canRead qui permet de renvoyer vrai si le fichier peut être lu, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de lecture sur le fichier. Ensuite, il y a la méthode setReadOnly qui permet de marquer le fichier en lecture seule. Après, il y a la méthode canWrite qui permet de renvoyer vrai si on peut écrire dans le fichier.
Il y a aussi la méthode canExecute qui permet de retourner vrai si le fichier en question peut être exécuté, puis on a le droit d'exécution sur le fichier. Après, il y a la méthode isHidden qui permet de retourner true si le fichier est caché. Il y a aussi la méthode lastModified qui permet de retourner la date de la dernière modification sur le fichier et la valeur de retour est de type long. Après, il y a la méthode delete qui permet de supprimer un fichier. Il y a la méthode delete on exit qui permet de supprimer le fichier à la fin de l'exécution de la machine virtuelle. Après, il y a la méthode length qui permet de renvoyer la longueur du fichier en octets. Après, il y a la méthode listRoutes qui retourne un tableau de variables de type file. Donc, la méthode listRoutes permet de lister tous les lecteurs que vous avez sur votre disque, par exemple lecteur C, D, E, etc. Il y a la méthode list qui retourne un tableau de chaîne de caractères. Donc, la méthode list va renvoyer la liste des fichiers contenus dans le répertoire sous forme d'un tableau de chaîne. Ensuite, il y a la méthode listFiles qui retourne un tableau de fichiers. Cette méthode permet de retourner la liste des fichiers qui se trouvent dans le répertoire sous forme d'un tableau de fichiers. Après, il y a la méthode mkdir et mkdir-s qui permettent de créer un nouveau répertoire. Et la méthode isDirectory qui permet de retourner vrai si le fichier dont on parle est de type répertoire. Maintenant, nous allons montrer la différence entre le chemin absolu et le chemin relatif. Voilà un exemple. Un chemin absolu part de la racine, alors qu'un chemin relatif part de l'endroit où l'on se trouve. Voilà le premier exemple. Si on se trouve sur home/Mohammed, donc le chemin absolu vers mon bureau est /home/Mohammed/bureau. Par contre, si je souhaite utiliser un chemin relatif, il suffit de mettre ./bureau ou bien bureau tout simplement. C'est-à-dire à partir de l'endroit où je me trouve, je vais aller par exemple au bureau. Voilà un deuxième exemple qui permet de réaliser ou bien de montrer le chemin d'accès à un site web. Si je souhaite utiliser un chemin absolu, donc je vais mettre le chemin complet, c'est-à-dire https www.adobe.com, etc. jusqu'à ce que j'arrive au fichier ou bien à la page web en question, c'est contents.html. Ou bien, si je souhaite réaliser un accès avec un chemin relatif, dans ce cas-là, je vais commencer à partir de l'endroit où je me trouve. Par exemple, je suis placé sur le dossier Dreamweaver, donc je vais mettre / et ajouter le nom du fichier auquel je souhaite accéder. Voilà quelques exemples qui nous permettent de montrer comment on peut utiliser les méthodes de la classe file. Ainsi, nous allons créer un fichier test.txt, c'est un fichier texte. Ensuite, nous allons le mettre dans un emplacement, par exemple mes documents, test.txt, ça c'est le chemin absolu vers mon fichier. Ensuite, nous allons mettre le texte suivant dans le fichier. Par exemple, cours de la programmation orientée objet en Java pour les étudiants de la LP en informatique et bon courage à tous. C'est le texte que je vais mettre dans le fichier test.txt. Ensuite, on va utiliser quelques-unes des méthodes présentées précédemment pour manipuler ce fichier. Au début, je vais importer la classe file qui se trouve dans le package IO. IO veut dire Input Output. Ensuite, je vais créer la classe exemple. Je vais ajouter la méthode main. Ensuite, je vais créer l'objet file, c'est-à-dire je vais créer physiquement mon fichier test.txt. Ensuite, je vais créer l'objet f de type file qui va être pointé ou bien qui va pointer sur mon fichier qui se trouve dans
mes documents test.txt. D'accord? Donc au début, je vais créer le fichier physiquement à l'emplacement suivant. Après, je vais créer l'objet F de type file qui va pointer sur mon fichier. Ensuite, je vais essayer d'afficher le chemin absolu vers le fichier avec l'instruction suivante f.getAbsolutePath. Alors, lorsque j'exécute cette instruction, ça va m'afficher mes documents test.txt. C'est-à-dire qu'il va m'afficher le chemin absolu vers mon fichier test.txt. Après, je vais chercher, je vais demander le nom du fichier avec l'instruction suivante f.getName et ça va me donner test.txt. Ensuite, je vais vérifier si le fichier existe avec l'instruction f.exists et la valeur de retour va être true. Ensuite, je vais vérifier si test.txt est un fichier avec l'instruction suivante f.isFile, ça va retourner true du moment que test.txt est un fichier. Ensuite, je vais vérifier s'il est un répertoire avec l'instruction suivante f.isDirectory et ça va retourner false parce que le test.txt est un fichier et non un répertoire. Ensuite, nous allons essayer d'afficher tous les lecteurs qui se trouvent à la racine du PC ou bien de l'ordinateur. Nous allons utiliser une boucle for pour parcourir tous les lecteurs ou bien toutes les racines qu'on a dans notre ordinateur ou bien dans notre disque. Nous allons utiliser la boucle for améliorée suivante file lecteur file.listroutes. Donc la méthode listroutes permet de retourner tous les lecteurs qui se trouvent sur le disque. Et cette méthode-là est une méthode statique, donc on va l'utiliser avec le nom de la classe file. Et puis nous allons mettre dans les variables lecteurs les noms de tous les lecteurs. Ensuite, nous allons essayer d'afficher le chemin absolu de notre disque, ou bien de chacun des lecteurs. Et après, nous allons mettre dans le bloc try, nous allons mettre une autre boucle qui nous permet de lister tous les fichiers et répertoires qui se trouvent dans chaque lecteur. D'accord? Nous allons utiliser la boucle for améliorée, file, fichier, lecteur.listFiles. Donc listFiles permet de lister tous les fichiers et tous les répertoires qui se trouvent où? Qui se trouvent dans le lecteur. Okay? Et nous allons les mettre dans la variable fichier. Ça marche? Donc la première opération, dans la première boucle, nous avons récupéré les différentes racines. Ensuite, dans la deuxième boucle, nous allons récupérer les fichiers et les répertoires dans chacune des racines. Ensuite, nous allons afficher les noms des répertoires et des fichiers qui se trouvent sur cette racine. Alors, nous allons faire quoi? Nous allons faire un petit test. Alors, s'il s'agit d'un dossier, nous allons ajouter slash. C'est-à-dire, après avoir affiché le nom du dossier, nous allons ajouter slash. Voilà le résultat d'affichage. Donc, fichier.isDirectory. Donc, si le fichier qu'on est en train de lire est un répertoire, point d'interrogation. Ce qu'on va faire, c'est afficher fichier.getName. On va retourner le nom plus slash. L'objectif, c'est si on est en train de traiter un répertoire, nous allons ajouter un slash après le nom du répertoire. Sinon, donc s'il ne s'agit pas d'un répertoire de points, nous allons afficher le nom du fichier directement. D'accord? Donc cet affichage-là, c'est uniquement pour différencier les répertoires des fichiers. Ça marche? Donc voilà, je vais mettre cette instruction, la boucle for et l'affichage à l'intérieur du bloc try parce que ce bloc l'instruction de la boucle for peut générer des exceptions. Cette exception peut être de type nul pointeur exception. Donc, cette exception peut être générée s'il n'y a pas de sous-fichier dans un lecteur, si vous avez un lecteur qui est vide.
Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas accéder aux différents fichiers et répertoires qui se trouvent dedans, du moment qu'il est vide, et de cette manière, vous aurez une exception de type nul pointeur exception. D'accord? Donc, je vais vous montrer le résultat d'affichage. Donc, de la dernière partie, la partie qui affiche les différents lecteurs et les fichiers et répertoires qui se trouvent dedans. Sur ma machine, j'ai un seul lecteur, c'est la racine. Et dans ma racine, j'ai les répertoires et les fichiers suivants. Donc, lorsque vous trouvez slash, ça veut dire qu'il s'agit d'un répertoire. Donc, home slash, c'est un répertoire. User slash, c'est un répertoire. .ds underscore store, ça veut dire c'est un fichier du moment qu'il n'y a pas de slash. Ok. Il y a preboot, c'est un répertoire. .file, c'est un fichier, etc. Nous passons maintenant pour voir un deuxième exemple qui parle des droits d'accès aux fichiers. C'est-à-dire, nous allons essayer de modifier les droits d'accès aux fichiers avec les méthodes que nous avons vues tout à l'heure dans la classe file. Comme d'habitude, nous allons importer la classe file du package EU. Je vais créer une classe, par exemple, modif droit. Je vais ajouter la méthode main. Ensuite, je vais créer un objet F de type file. Ensuite, dans le bloc try, je vais initialiser l'objet A au fichier test.txt, c'est-à-dire je vais donner le chemin complet vers mon fichier. Et l'objet F va être initialisé au fichier test.txt. D'accord? Ensuite, je vais essayer de retourner les droits d'accès à ce fichier test.txt. Pour le faire, je vais déclarer des variables booléennes, par exemple bool 1 et bool 2, qui vont récupérer les droits d'accès à mon fichier. C'est-à-dire au début, je vais récupérer le droit de lecture avec la méthode f.canRead, c'est-à-dire est-ce que j'ai les droits de lire dans le fichier f. Ensuite, je vais récupérer dans la deuxième variable le droit d'écriture avec la méthode canWrite. Et dans la troisième variable, je vais récupérer le droit d'exécution du fichier test.txt avec la méthode canExecute. Et lorsque j'affiche les différents droits, donc je vais avoir le résultat suivant. Le fichier peut être lu true, peut être écrit true et peut être exécuté true aussi. Donc j'ai les trois droits sur mon fichier. Maintenant, nous allons essayer de supprimer les différents droits. Donc pour supprimer les droits sur des fichiers, nous allons utiliser la méthode setReadable, setReadable et setExecutable. Donc nous allons déclarer trois autres variables booléennes. Dans la première, nous allons mettre f.setReadable, c'est-à-dire je vais modifier le droit de lecture sur le fichier f qui va devenir false, c'est-à-dire je ne vais pas avoir le droit de lire dans mon fichier. Ensuite, dans la deuxième variable, je vais modifier le droit d'écriture, c'est-à-dire je n'aurai pas le droit d'écrire dans le fichier test.txt, et ce avec l'instruction suivante f.setReadable et entre parenthèses false. C'est pour supprimer le droit d'écriture. Et la troisième instruction, f.setExecutable false, c'est pour supprimer le droit d'exécution du fichier test.txt. D'accord? Ensuite, je vais vérifier maintenant les droits d'accès au fichier avec les instructions de tout à l'heure, avec canRead, canWrite et canExecute. Et je vais les afficher. Donc, comme résultat, ça va m'afficher pour le droit de lecture false, écriture false et exécution false. Donc avec la méthode setReadable, setReadable et executable false, ça a supprimé, ça permet de supprimer les droits, les trois droits sur le fichier test.txt. Maintenant, nous allons passer à la section 2 pour parler des flux d'octets, c'est-à-dire comment peut-on traiter les octets avec les paquets d'entrée-sortie.
Les classes abstraites input stream et output stream implémentent les types de flux d'entrée in et de sortie out dans lesquels il est possible de lire ou d'écrire une suite d'octets. C'est-à-dire pour écrire ou bien lire des octets, nous allons utiliser les classes abstraites input stream et output stream. Voilà les classes abstraites input stream et output stream qui contiennent bien desquelles dérivent plusieurs autres classes. Voilà les classes qui nous intéressent le plus. Il y a file input stream, il y a filter input stream, ok. De la même manière dans la classe abstraite output stream, il y a file output stream. Donc pour les entrées input, et là c'est output. File output stream et filter output stream. Et de la classe filter output stream dérivent plusieurs autres classes. Donc la classe qui nous intéresse le plus c'est data input stream. Et de la même manière ici, de la classe filter output stream dérive la classe data output stream. Nous allons poursuivre avec la classe file input output stream. Voilà la hiérarchie ou bien les méthodes qui nous intéressent dans la classe. Alors dans la classe abstraite input stream, il y a des méthodes read et la méthode close. Et dans la classe abstraite output stream, il y a la méthode write, close et flash. Et puis la classe file input stream qui hérite de la classe input stream peut réutiliser ces mêmes méthodes read et close. De la même manière, avec la classe file output stream, je peux utiliser les méthodes de la classe mère, c'est-à-dire les méthodes write, close et flash. Dans la classe input stream, il y a des méthodes, il y a la méthode read et la méthode close. Donc la classe input stream possède une méthode read qui lit un octet et renvoie cet octet au bien -1 si la fin de la source de données a été atteinte. Donc si le fichier contient encore des données, ça va renvoyer l'octet lu. Si on est arrivé à la fin, la valeur de retour de read va être égale à -1. De la même manière, la classe output stream contient les méthodes write, close et flash. Alors la classe output stream définit une méthode abstraite qui s'appelle write. C'est pour écrire un octet dans une destination. À l'issue d'une opération d'écriture ou bien de lecture dans un flux, il faut le fermer en appelant la méthode close. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 3 étapes de traitement. La première étape, c'est l'ouverture du flux d'entrée-sortie. Ensuite, il y a la lecture ou bien l'écriture. Et finalement, il y a la fermeture du flux. Si une application ouvre de nombreux flux sans prendre soin de les fermer, elle peut épuiser les ressources du système. Donc, la fermeture d'un flux de sortie a aussi pour effet de vider le tampon utilisé par le flux de sortie. Et tous les caractères se trouvant en transit dans un tampon sont émis. Si vous ne fermez pas un fichier, le dernier paquet d'octets risque de ne jamais partir. Et il est possible de forcer le vidage avec la méthode flash qui se trouve dans la classe output stream. Maintenant, nous allons essayer de lire le contenu d'un fichier texte qui s'appelle test1.txt et nous allons copier son contenu dans un autre fichier qui s'appelle test2.txt. D'accord? Donc notre fichier test1.txt va contenir le texte suivant, cours de Java. Dans cet exercice, nous allons importer l'ensemble des classes que nous allons utiliser. Il y a la classe file, la classe file input stream, la classe file not found exception, la classe file output stream et la classe io exception. Comme vous le remarquez, toutes ces classes se trouvent dans le package io. Vous aurez la possibilité de faire simple, c'est-à-dire au lieu d'importer chacune des classes de manière séparée, vous pouvez importer le package io en entier.
avec l'instruction suivante, import java.io.étoile. Ensuite, je vais ajouter la classe qui va me permettre de copier le contenu du fichier test1.txt dans le fichier test2.txt. Ma classe s'appelle copier fichier. Ensuite, il y a la méthode main. Et puis, je vais ouvrir le bloc try. Parce que l'ouverture du fichier ainsi que la copie de données peut générer des exceptions. Alors, les exceptions qui peuvent être générées sont de deux types. La première exception s'appelle File Not Found Exception. Cette exception traite le cas où fichier 1 ou bien fichier test 1 n'existe pas. D'accord? Et la deuxième exception, c'est IO Exception, qui traite le cas où il y a une erreur lors des opérations de lecture et d'écriture, c'est-à-dire avec les méthodes read et write. D'accord? Donc, File Not Found Exception traite le cas où le fichier source de données n'existe pas. Et IO Exception traite les opérations d'entrée, bien les erreurs générées à cause des opérations de lecture-écriture. Ainsi, dans le bloc try, je vais créer un fichier, bien un objet F1 de type file, et qui va être initialisé au fichier test1.txt, c'est le fichier source de données. Ensuite, je vais créer un objet FIS de type file input stream, dans lequel, bien que je vais initialiser à un objet de type file, c'est-à-dire F1. Ok, donc là je vais mettre F1 parce que file input stream demande un objet de type file. Donc pour le fichier test1.txt, il doit être créé physiquement. Ensuite, je vais créer un deuxième objet F2 de type file, ok, et qui va être initialisé au fichier test2.txt. Ensuite, je vais créer un deuxième objet FOS de type file output stream et qui est initialisé à un objet F2, c'est l'objet de type file et qui est initialisé au fichier test2.txt. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà le fichier test1.txt qui contient la chaîne cours de Java, d'accord? Et on souhaite copier son contenu dans le fichier test2. Donc là, pour le fichier test1.txt, on va lui associer un objet de la classe FileInputStream, du moment qu'on va lire à partir du fichier. C'est un flux de lecture. Et puis, avec le fichier test2, nous allons associer un flux d'écriture en utilisant un objet de la classe FileOutputStream. D'accord? Ensuite, nous allons créer une variable n initialisée à 0, c'est un entier n, auquel nous allons affecter le résultat de lecture de la variable. Bien, le résultat de lecture avec read, nous allons l'affecter à la variable n. Et quand on est à la fin du fichier, la valeur de retour de read va être égale à -1. D'accord? Ainsi, nous allons utiliser une boucle while. Alors, tant que fis.read, donc on va affecter le résultat n, tant que le résultat de fis.read est différent de -1, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à la fin du fichier. Dans ce cas-là, on va récupérer la valeur de n et on va l'écrire dans le flux de sortie, FOS. Ok, c'est-à-dire on va l'écrire dans le fichier test2.txt. Alors après avoir écrit le caractère ou bien l'octet lu dans le fichier test2.txt, nous allons l'afficher sur la console en décimale et en format char. C'est-à-dire on va mettre system.out.println, on va mettre le n qui va être affiché en code décimal et puis nous allons appliquer un cast sur le n pour l'afficher sous format de caractère. D'accord? Donc après avoir terminé, sorti de la boucle, donc nous allons sortir de la boucle si n est égal à -1, c'est-à-dire si on arrive à la fin du fichier test1.txt.
et à la fin, nous allons afficher le message suivant, copie terminée. D'accord? Maintenant, il ne faut pas oublier de fermer les deux flux. Donc, if FIS est différent de nul, c'est-à-dire si le fichier n'est pas encore fermé, ce qu'on va faire, c'est fis.close. C'est-à-dire on va fermer le flux. Ensuite, nous allons faire la même chose avec l'objet FOS. Si FOS est différent de nul, s'il est toujours ouvert, dans ce cas-là, nous allons le fermer avec la méthode close. Ensuite, voilà les classes qui vont traiter les exceptions. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la classe File Not Found Exception qui va traiter le problème où le fichier test1.txt n'existe pas. Et puis, il y a la classe IOException qui va traiter s'il y a une exception au niveau de l'opération de lecture avec read ou bien d'écriture avec write. Pour le résultat d'exécution, donc si le fichier test1.txt contient un cours de Java, alors le programme va afficher sur la console le code suivant, bien le résultat suivant. Ça va nous afficher le code en décimale de chacun des octets et puis le caractère lu. Donc c'est 67, C, 111 O, etc. Puis il y a un espace 32, son code en décimale c'est 32. Et puis il y a un point, un cours de Java, point. Ce point-là, son code est 46. Et puis le retour à la ligne, il y a 13 et 10. Et puis il y a copie terminée. Nous passons maintenant à la classe Data Input Output Stream. Donc les classes Data Input Output Stream dérivent des classes abstraites Filter Input Output Stream. Comme vous le voyez sur la figure, voilà Data Input Stream qui hérite de la classe Filter Input Stream et la classe Data Output Stream qui hérite aussi de la classe Filter Output Stream. De la classe Filter Input Stream et Output Stream héritent plusieurs autres classes. Il y a la classe Line Number Input Stream, Data Input Stream, Buffered Input Stream et Pushback Input Stream. Il y a des classes similaires pour la sortie, pour Output. Alors, les classes qui dérivent de Filter Input Output Stream sont Data Input Output Stream qui offre la possibilité de lire directement des variables de type primitif telles que le double, le char, le int, etc. Et ce grâce aux méthodes comme readDouble, readInt, ainsi de suite. Ensuite, il y a la classe Buffered Input Output Stream qui permet d'avoir un tampon à disposition dans la lecture ou bien l'écriture du flux. En gros, les données vont tout d'abord remplir le tampon et dès que celui-ci est plein, le programme accède aux données. Après, il y a la classe Pushback Input Stream qui permet de remettre un octet ou un caractère déjà lu dans le flux entrant. Et finalement, il y a la classe Line Number Input Output Stream et cette classe offre la possibilité de récupérer le numéro de la ligne lu à l'instant T. Maintenant, nous allons parler de la hiérarchie des classes. Alors sur l'exemple suivant, nous avons 4 classes qui prennent en paramètre une instance dérivant des classes Input Output Stream. Voilà l'exemple en question. Je vais d'abord créer un objet f de la classe file qui va être initialisé au fichier test.txt. Ensuite, je vais créer un deuxième objet FIS. Ok, cet objet-là est de type file input stream et cet objet FIS demande en entrée un objet de la classe file. Donc c'est comme si vous avez ici à l'intérieur vous avez un objet de la classe file. Ensuite, il y a l'objet BIS, c'est un objet de la classe Buffered Input Stream
et cet objet demande en entrée, c'est-à-dire si j'appelle le constructeur, il demande en entrée un objet de la classe FIS, bien File Input Stream. Et après, il y a un objet DIS qui est de type Data Input Stream et qui demande en entrée un objet de la classe Buffered Input Stream. Donc là, si vous avez fait la remarque, il y a une sorte d'hiérarchie. Un objet de la classe Data Input Stream demande en entrée un objet de la classe Buffered Input Stream. Celui-là demande en entrée un objet de la classe File Input Stream et celui-là demande en entrée un objet de la classe File. Donc on peut représenter cette écriture de manière condensée de la manière suivante. Alors voilà l'objet DIS, c'est-à-dire le dernier objet de type Data Input Stream qui demande en entrée quoi? Un objet de la classe Buffered Input Stream. Le voilà et le voilà ici. Celui-là demande en entrée un objet de la classe File Input Stream. Et celui-là demande en entrée un objet de la classe File, celui-là. Donc là, ça c'est l'écriture la plus utilisée, c'est l'écriture en condensé. Maintenant, nous allons parler des méthodes des classes Data Input et Output Stream. Les classes Data Input et Output Stream sont spécialisées dans la lecture et l'écriture de tous les types de bases de Java. Nous allons citer ici quelques méthodes de lecture et d'écriture. Alors dans la classe Data Input Stream, vous pouvez trouver la méthode read booléen qui permet de lire un booléen, read byte, read char, read double, read int, read long, read short et read UTF. Donc là, la classe Data Input Stream permet de lire les types primitifs ou bien les variables de type primitif. Ensuite, dans la classe Output Stream, elle aussi, elle permet de réaliser les opérations réciproques, à savoir les opérations d'écriture. Donc, il y a la méthode write booléen qui permet d'écrire un booléen, write byte, write char, write double, write int, write long, write short et write UTF. Dans l'exemple suivant, nous allons voir un exemple, bien un programme qui permet d'écrire des variables de type primitif dans un fichier, puis nous allons les lire par la suite. Donc pour les classes dont on aura besoin, donc il y a la classe file, la classe buffered input stream et son correspondant buffered output stream. Il y a la classe data input stream et la classe data output stream. Il y a la classe file input stream et file output stream. Et finalement, il y a la classe IOException qui va traiter les exceptions d'entrée-sortie. D'accord, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce programme permet d'écrire des variables dans un fichier, par exemple qui s'appelle test.txt, des variables de type primitif, et par la suite je vais essayer de lire ces différentes variables à partir de ce fichier. Ainsi, je vais créer une classe qui s'appelle exemple, et puis dans la méthode main, d'accord, je vais ajouter ici throws IOException, c'est-à-dire que s'il y a un problème d'entrée-sortie, c'est la classe IOException qui va s'en charger. Dans le bloc try, je vais faire quoi? Je vais créer un objet f de type file qui va être initialisé au fichier test.txt. Ensuite, je vais appeler la hiérarchie de tout à l'heure, c'est-à-dire je vais créer un objet de la classe data input stream DIS qui demande en entrée un objet de la classe buffered input stream, et qui à son tour demande en entrée un objet de la classe file input stream et qui à son tour demande en entrée un objet de la classe file. D'accord? Et de la même manière, ça c'est pour créer un objet pour le flux d'entrée, c'est pour la lecture. Et le deuxième, c'est pour l'écriture. Donc je vais créer un objet DOS de type Data Output Stream. Celui-là demande en entrée un objet de la classe Buffered Output Stream. Celui-là demande en entrée un objet de la classe File Output Stream.
et ce dernier demande en entrée un objet de la classe file. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, j'ai créé deux objets DIS, c'est pour lire les données, et DOS, c'est pour écrire des données, dans le fichier bien sûr. Alors, au début, nous allons écrire plusieurs types primitifs dans le fichier avec l'objet DOS, ok? Data Output Stream. Et là, nous allons utiliser les méthodes qu'on a vues tout à l'heure. Il y a write booléen, true, pour écrire un true, bien un booléen true dans le fichier. Ensuite, il y a DOS write bytes, 100, c'est pour écrire le byte 100 dans le fichier. Il y a write char pour écrire le caractère C, write double 12,05, write float 100,52 F. Pour écrire un entier, nous allons mettre write int, ensuite write long, write short. Donc là, on a écrit plusieurs types, bien des variables de plusieurs types primitifs. Donc finalement, après avoir terminé l'écriture dans le fichier, nous allons appeler la méthode close, c'est pour fermer le flux. Maintenant, nous allons essayer de récupérer les données que nous avons déjà écrites dans le fichier. Donc là, nous allons utiliser cette fois-ci le flux de lecture avec DIS, Data Input Stream. D'accord? Et nous allons appeler les méthodes suivantes pour faire la lecture. Donc pour lire un booléen, nous allons utiliser read booléen, read byte, read char, read double, read float, read int, read long et read short. Donc à chaque fois qu'on va lire une variable, nous allons l'afficher avec system out println. D'accord? Donc après avoir terminé la lecture, nous allons faire maintenant la fermeture du flux avec dis.close. D'accord? Donc toutes ces instructions se trouvent à l'intérieur du bloc try et la classe qui va traiter les exceptions d'écriture ou bien de lecture, c'est la classe IOException. Et comme résultat de notre programme, nous aurons les affichages suivants. Il y a le booléen, l'entier, etc. Comme les flux d'octets conviennent mal au traitement d'informations codées en Unicode, on se souvient qu'Unicode utilise 2 octets par caractère. Il y a une hiérarchie de classes qui est spéciale pour le traitement des caractères. D'accord? Et cette hiérarchie de classes, ou bien les classes qui héritent des superclasses abstraites spéciales Reader et Writer, possèdent les méthodes d'écriture et de lecture reconnaissant les caractères Unicode codés en 2 octets et non des caractères sur un seul octet. D'accord? Donc nous allons voir les classes qui héritent des classes abstraites Reader et Writer et qui vont nous aider à traiter des chaînes de caractères et où chaque caractère est codé sur 2 octets. Cela nous emmène vers la section 3 pour parler des flux de caractères. Depuis la version Java 1.1, les classes Reader et Writer sont ajoutées au package java.io. La hiérarchie des nouvelles classes suit de près celle existante dans la version 1.0 et la principale raison de cette modification est le besoin de gérer les caractères internationaux sur 16 bits au lieu de 8 dans l'ancienne version de Java. Les classes Reader et Writer sont également des classes abstraites et manipulent comme unité de base le caractère et pas l'octet. Les classes Reader et Writer, tout comme les classes InputStream et OutputStream, sont les classes de base à partir desquelles toutes les autres classes sont dérivées. La classe BufferedReader dérive de la classe Reader et cette classe BufferedReader a la méthode readLine. Cette méthode permet de lire une ligne de texte à travers un tampon et ce pour des besoins de performance. Cette méthode renvoie nul lorsqu'il ne reste plus d'entrée. D'accord? Donc maintenant, du moment qu'on va traiter des chaînes de caractères,
nous allons utiliser la classe BufferedReader qui hérite de la classe AbstractReader. Et cette classe BufferedReader contient la méthode readLine qui permet de lire une chaîne de caractères. Le constructeur de BufferedReader demande en entrée un objet de type reader, input stream reader ou bien file reader. Regardez ici, voilà les classes AbstractReader et writer. De la classe reader, j'ai des sous-classes BufferedReader dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi input stream reader. D'accord? Ensuite, il y a la classe FileReader qui hérite de la classe InputReader. Ensuite, dans la classe AbstractWriter, il y a la classe OutputStreamWriter à partir de laquelle hérite la classe FileWriter. Les classes FileReader ou Writer présentes dans le package java.io servent à lire et écrire des données dans un fichier texte. Nous allons voir un ensemble d'exemples qui utilisent la classe FileReader et FileWriter. Donc l'idée de ces exemples, c'est de créer un fichier et puis le remplir avec des chaînes de caractères et puis ensuite lire le contenu de ce fichier. Voilà les classes qu'on va utiliser dans ces exemples. Il y a la classe file, il y a la classe IOException, ensuite il y a la classe FileReader et la classe FileWriter. Ensuite, nous allons créer la classe exemple. Nous allons ajouter la méthode main avec la classe IOException. Donc, s'il y a un problème de lecture-écriture, c'est la classe IOException qui va la traiter. Dans le bloc try, je vais créer un objet f de la classe file. Cet objet-là est initialisé au fichier test.txt. Ensuite, je vais créer un objet fr de la classe FileReader. Celui-là demande en entrée un objet de la classe file, cf, de la classe file. Et aussi, je vais créer un deuxième objet, fw, de type FileWriter, qui est initialisé au même fichier test.txt. Donc l'idée c'est quoi? C'est créer un flux ou bien un objet qui va permettre de lire le contenu du fichier. Cet objet-là c'est fr. Et un autre objet fw qui nous permet d'écrire dans le fichier. Alors pour les traitements que je vais réaliser, je vais déclarer une variable str de type string que je vais initialiser à la chaîne salam à tous. D'accord. Ensuite, je vais essayer d'écrire cette chaîne str dans le fichier test.txt en utilisant l'objet fw parce que c'est le flux d'écriture. Donc, je vais utiliser l'instruction suivante, fw.write, c'est pour écrire dans le fichier test.txt. Ce que je vais écrire, c'est la chaîne str, c'est-à-dire salam à tous. Donc, une fois l'opération d'écriture c'est réalisée, je vais fermer le flux avec la méthode close. D'accord, jusqu'à maintenant, j'ai réalisé l'opération d'écriture dans le fichier. Maintenant, je vais essayer de lire ce que je viens d'écrire. De cette manière, je vais déclarer une variable i de type int initialisée à 0 et puis une chaîne de caractères, c'est-à-dire la chaîne de caractères str, je vais l'initialiser à nul, c'est-à-dire elle est vide, une chaîne vide. Ensuite, pour lire le contenu de mon fichier ou bien la chaîne salam à tous, je vais utiliser une boucle while. Tant que fr.read est différent de -1, ce que je vais faire, c'est récupérer la variable i, le faire un cast sur son contenu et l'ajouter à la chaîne str. D'accord? Donc, si j'utilise FileReader avec un objet en entrée de type file, pour l'opération de lecture, je vais lire caractère par caractère. Et pour lire la chaîne en entier, j'aurai besoin d'utiliser une boucle. Donc, tant que je ne suis pas arrivé à la fin du fichier,
Alors, comment savoir si je suis arrivé à la fin du fichier? C'est en comparant la valeur de retour de fr.read, c'est-à-dire le i, avec -1. Si je suis à la fin, donc la valeur de retour va être -1. Tant que je ne suis pas arrivé à la fin, je vais récupérer l'entier lu, le i, je vais le caster avec char et puis l'ajouter à la chaîne str qui est vide. Donc là, à la fin, je vais avoir une chaîne str qui va contenir la chaîne en entier, salam à tous, parce que je vais ajouter tous les caractères lus. Finalement, je vais l'afficher et après, je vais fermer le flux fr avec l'instruction fr.close. D'accord? Voilà la première façon pour lire, pour écrire dans un fichier des caractères codés sur 2 octets et comment on peut les lire avec la fonction ou bien la méthode read. Voilà un deuxième exemple qui nous permet de lire et d'écrire le contenu du fichier. Et cette fois-ci, nous allons utiliser la classe Input, Output, Stream, Reader et Writer. Les classes qu'on va utiliser sont les suivantes: File, File Input Stream, File Output Stream, IO Exception, et les classes Input Stream Reader et Output Stream Writer, pardon. Nous allons ajouter la classe exemple et puis la méthode main et puis jeter s'il y a des exceptions à la classe IO Exception. Et dans le bloc try, nous allons mettre la création de l'objet f de type file qui va être initialisé au fichier test.txt. Ensuite, je vais créer ici un objet rd de type file stream reader. Ok, celui-là demande en entrée un objet de la classe file input stream qui à son tour demande en entrée un objet de la classe file. C'est l'objet f. Et là, ça c'est pour faire la lecture. Et pour faire l'écriture dans le fichier, je vais utiliser l'objet wrt de type output stream writer qui demande en entrée un objet de la classe file output stream et qui à son tour demande en entrée un objet de la classe file. D'accord? Et pour les opérations à réaliser, les opérations d'écriture et de lecture à partir du fichier, ils vont rester inchangés. C'est-à-dire, le bloc ici, ce bloc-là, va rester le même. Donc, comme vous l'avez remarqué, la seule différence entre les deux, c'est la hiérarchie. Ici, j'ai utilisé la classe FileReader qui demande en entrée un objet de la classe file. Et là, j'ai utilisé une classe File Input, Input Stream Reader qui demande en entrée un objet de la classe File Input Stream qui demande à son tour un objet de la classe File. Donc cette hiérarchie est plus longue que celle-là. Mais les traitements sont les mêmes. C'est-à-dire je vais copier les informations, par exemple ici, je vais copier la chaîne salam à tous avec la méthode write et ensuite pour lire le contenu du fichier, je vais le lire avec la boucle while et la méthode read. D'accord? Maintenant, nous allons voir un troisième exemple dans lequel nous allons utiliser la classe BufferedReader et Writer. Et cette classe offre une possibilité de lire et d'écrire une chaîne d'un seul coup. Ce n'est pas la peine de lire ou bien de lire caractère par caractère. Ainsi, nous allons voir l'ensemble des classes que nous allons utiliser. Il y a la classe File, il y a la classe IOException, puis la classe BufferedReader et BufferedWriter. Il y a aussi la classe FileReader et la classe FileWriter. Nous allons ajouter la classe exemple et puis la méthode main. S'il y a un problème d'entrée-sortie, nous allons jeter l'erreur vers la classe IOException. Dans le bloc try, nous allons créer un objet f de type file qui va être initialisé au fichier test.txt.
Ensuite, nous allons créer ici un objet BW de la classe BufferedWriter. Ok, celui-là demande en entrée un objet de la classe FileWriter qui à son tour demande en entrée un objet de type file. D'accord? Ensuite, ça c'est pour le flux d'écriture. Et pour le flux de lecture, je vais utiliser un objet BR de type BufferedReader. Cet objet-là demande en entrée un objet de la classe FileReader qui à son tour demande en entrée un objet de la classe File. Ça marche? Donc ça c'est pour créer les flux, ou bien l'ouverture des flux. Ensuite, je vais avoir la chaîne str de type string et qui est initialisée à la chaîne salam à tous. Maintenant, pour écrire dans le flux d'écriture, je vais utiliser BW. Donc bw.write, je vais mettre entre parenthèses la chaîne str, c'est-à-dire je vais écrire str dans le fichier test.txt, c'est-à-dire je vais écrire salam à tous dans le fichier. Ensuite, je vais fermer le flux d'écriture, et puis je vais utiliser la méthode readLine avec le flux BR. Donc le flux BR permet de lire le contenu du fichier. Donc si je fais br.readLine, cette instruction permet de lire une ligne de caractères dans le fichier test.txt. Donc je vais le lire et je vais l'afficher et ça va me donner salam à tous, la chaîne salam à tous. D'accord? Et finalement, je vais fermer le flux. Donc comme vous l'avez remarqué, si j'utilise la classe BufferedReader et la classe BufferedWriter, je peux bénéficier de l'utilisation de la méthode readLine qui permet de lire une ligne de caractères. Par contre, pour les classes InputStreamReader et les classes FileReader, ils permettent de lire un caractère à la fois. Je dois utiliser une boucle pour lire l'ensemble des caractères qui se trouvent dans un fichier. Voilà une autre façon d'utilisation de la classe BufferedReader et la classe BufferedWriter. Donc là, nous allons changer un petit peu la hiérarchie. Tout à l'heure, nous avons utilisé la classe FileWriter et FileReader. Cette fois-ci, nous allons changer la hiérarchie. Donc nous allons déclarer un objet RD de la classe BufferedReader qui demande en entrée un objet de la classe InputStreamReader qui à son tour demande en entrée un objet de la classe FileInputStream et qui à son tour demande en entrée un objet de la classe File. Celui-là, il est initialisé au fichier test.txt. D'accord? Donc l'objet RD, c'est un objet qui permet de lire le flux. De manière réciproque, nous allons créer un deuxième objet WRT de type BufferedWriter et cet objet-là, de la même manière, demande en entrée un objet de la classe OutputStreamWriter qui à son tour demande en entrée un objet de la classe FileOutputStream et qui demande aussi un objet de la classe File en entrée. D'accord? Donc là, nous avons utilisé deux flux, le flux de lecture et le flux d'écriture. Et pour les opérations de lecture et d'écriture, ils vont rester inchangés, c'est-à-dire nous allons utiliser le bloc que nous avons écrit ici, c'est-à-dire nous allons déclarer une variable str de type string initialisée à salam à tous. Ensuite, nous allons l'écrire dans le fichier, fermer le fichier et puis faire la lecture avec readLine et finalement faire la fermeture du flux. D'accord? Donc, comme vous l'avez remarqué, vous pouvez utiliser la classe BufferedReader Reader et BufferedWriter de deux manières différentes en fonction de la hiérarchie des fichiers que vous allez utiliser. Passons maintenant à la quatrième section qui parle de la sérialisation. Alors, dans la sérialisation, nous allons découvrir deux classes qui s'appellent ObjectInputStream et la classe ObjectOutputStream. La sérialisation est une opération qui consiste à sauvegarder des objets dans des fichiers.
D'accord? Donc voilà les classes dont on parle. Il y a la classe Object Input Stream qui hérite de la classe Input Stream et la classe Object Output Stream qui hérite de la classe Output Stream. Et bien sûr, ces deux classes permettent de traiter des objets ainsi que leur sauvegarde dans des fichiers. Voilà un exemple dans lequel nous allons sauvegarder des objets dans un fichier. Pour pouvoir sauvegarder des variables de type object ou bien des objets dans un fichier, nous allons utiliser l'interface sérialisable. Sérialisable, c'est-à-dire on peut mémoriser des données. Donc cette interface se trouve dans le package IO. Nous allons ici déclarer une classe qui s'appelle personne qui va implémenter l'interface sérialisable. D'accord? Dans la classe personne, j'ai trois attributs. J'ai le nom et le prénom de type string et l'âge de type int. Ensuite, je vais ajouter le constructeur avec paramètres string nom, string prénom et int âge. Et puis, je vais initialiser les trois attributs membres de la classe. Après, je vais ajouter les accesseurs getNom, getPrénom et getAge. Et je vais ajouter ou bien redéfinir la méthode toString qui va afficher les informations d'une personne. Donc la personne est, je vais donner le nom, le prénom, virgule, son âge et je vais donner son âge. L'interface sérialisable n'a pas de méthode à redéfinir. C'est pour cette raison on l'appelle une interface marqueur. C'est-à-dire en implémentant cette interface dans un objet, Java sait que cet objet peut être sérialisé, c'est-à-dire il peut être sauvegardé. En revanche, si une superclasse implémente l'interface sérialisable, ces classes dérivées ou bien ces sous-classes seront considérées comme sérialisables. Voilà, nous allons faire un atelier sur la sérialisation et nous allons réaliser les trois opérations suivantes. D'abord, nous allons créer trois objets de la classe personne. Ensuite, nous allons les sérialiser ou bien les enregistrer dans un fichier qui s'appelle personne.txt. Et finalement, nous allons ajouter un nouveau attribut à la classe personne et on va le sérialiser. Voilà notre programme et voilà les classes dont on aura besoin. Donc, on aura besoin de la classe file, de la classe IOException, de la classe BufferedInputStream, BufferedOutputStream, de la classe FileInputStream, FileOutputStream et des classes ObjectInputStream et ObjectOutputStream. Voilà la classe donc, qui va permettre de sauvegarder les données de type personne. La classe s'appelle sérialisation. Nous allons ajouter la méthode main. S'il y a un problème, ces problèmes-là seront gérés par les classes IOException et la classe NotFoundException. Donc, s'il y a un problème d'entrée-sortie, c'est la classe IOException qui va le traiter. S'il y a un problème dans l'ouverture du fichier, donc là, c'est la classe NotFoundException qui va être appelée. Alors, au début, je vais créer un objet f de la classe file. Cet objet-là va être initialisé au fichier personne.txt. Ensuite, je vais ouvrir ou bien mettre le bloc try dans lequel je vais ouvrir ou bien créer un objet OOS de type Object Output Stream. Cet objet-là demande en entrée un autre objet de la classe Buffered Output Stream qui à son tour demande en entrée un objet de la classe File Output Stream et qui demande à son tour un objet de la classe File. Donc ça, c'est la hiérarchie à adopter si vous voulez enregistrer des objets dans un fichier. D'accord? Vous mettez la classe Object Output Stream pour faire l'écriture dans un fichier. Alors maintenant, je vais essayer d'écrire des objets dans mon fichier personne.txt. Donc là, je vais utiliser le flux d'écriture OOS que je viens de créer ou bien d'ouvrir. OOS.WriteObject, cette instruction, bien cette méthode permet d'écrire un objet dans un fichier.
D'accord, donc oos.writeObject et je vais donner en entrée un objet. Je vais créer cet objet avec new, personne, Ahmdi, Marwan, 20. Je vais donner les trois attributs, nom, prénom et âge. D'accord? Donc je vais créer des objets et je vais les ajouter à mon fichier. Donc je vais ajouter la première personne, la deuxième et la troisième, toujours avec la méthode writeObjects. Une fois terminées les opérations d'écriture dans le fichier, je vais le fermer fermer le flux avec la méthode close. Maintenant, je vais créer un flux de lecture avec la classe Object Input Stream. Donc, je vais créer un objet OIS qui va demander en entrée un objet de la classe Buffered Input Stream qui à son tour demande en entrée un objet de la classe FileInputStream et qui demande à son tour en entrée un objet de la classe File. Donc cette hiérarchie est utilisée pour créer un flux de lecture pour les objets. Ensuite, je vais afficher le message suivant, affichage des personnes, et puis je vais essayer de lire les différentes personnes qui se trouvent dans le fichier personne.txt. Donc, pour lire ces différentes personnes, je vais utiliser la méthode readObjects. Donc, je vais utiliser le flux de lecture OIS.readObject, ça c'est pour lire un objet. Ensuite, je vais appliquer dessus un cast. C'est pour le convertir vers un objet de type personne, parce que la valeur de retour de readObject, c'est objet. C'est-à-dire, il va retourner un objet. Maintenant, pour le convertir vers le type personne, donc je vais appliquer un cast. D'accord? Donc, avec cette instruction, je vais récupérer des objets de type personne. Et puis, pour afficher leurs informations, je vais appeler la méthode toString pour afficher toutes les informations qui concernent la personne en question. Donc, du moment que j'ai trois personnes dans mon fichier, je vais appeler la méthode readObject 3 fois. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez utiliser une boucle pour lire toutes les opérations ou bien tous les objets que vous avez dans votre fichier. Donc, la méthode que vous allez utiliser, c'est isAvailable. Tant qu'il y a des objets dans votre fichier, vous pouvez les récupérer et les lire et puis les afficher sur la console. D'accord? Alors, une fois avoir terminé l'opération de lecture des différents objets, on va fermer le flux avec l'instruction OIS.close. Donc, n'oubliez surtout pas, à chaque fois que vous terminez le travail avec un flux de lecture ou bien d'écriture, il faut achever cette opération par une fermeture de ce flux. D'accord? Donc, j'ai mis tout ce code à l'intérieur du try. Maintenant, voilà les classes qui peuvent ou bien qui vont traiter les exceptions. Il y a la classe IOException et la classe ClassNotFoundException. Pour le résultat d'affichage, donc ça va donner affichage des personnes. La personne est, le nom, prénom, virgule, son âge est, et puis ça va donner 20. D'accord? Donc voilà, il va afficher les informations des trois personnes que j'ai déjà ajoutées. Alors le code précédent permet d'enregistrer les trois objets créés dans le fichier personne.txt. Supposons maintenant qu'on veut ajouter un nouvel attribut natio aux objets de la classe personne. Donc natio, c'est comme la nationalité. Donc je vais ajouter la nationalité d'une personne comme attribut de la classe personne. D'accord? Alors nous allons créer une nouvelle classe qui s'appelle nationalité avec le nouveau attribut natio et un constructeur par défaut. D'accord? Ensuite, nous allons modifier la définition de la classe personne et on va ajouter l'attribut natio en ajoutant un accesseur à l'attribut natio et en mettant à jour la méthode toString. Et finalement, la troisième opération, c'est rendre le nouvel attribut, c'est-à-dire natio, soit le rendre sérialisable, c'est-à-dire on peut le sauvegarder, ou bien non sérialisable si on ne souhaite pas le sauvegarder. Voilà la première étape qui est la création de la nouvelle classe nationalité. Voilà public class nationalité qui demande en entrée un attribut membre natio de type string.
et puis le constructeur par défaut. Donc je vais initialiser l'attribut nation à marocaine, la nationalité marocaine. Ensuite, je vais ajouter, dans la deuxième étape, je vais ajouter une nationalité à la classe. Donc là, j'ai toujours dans la classe personne, j'ai toujours implémenté l'interface sérialisable pour pouvoir sauvegarder des objets de type personne. Ok. Ensuite, j'ai ici les trois attributs nom, prénom et âge, et je vais ajouter un objet nation de la classe nationalité. D'accord? Et puis, dans le constructeur avec paramètres, je vais ajouter l'attribut nation qui va être initialisé par défaut en utilisant le constructeur par défaut de la classe. Ensuite, j'ai les accesseurs getNom, getPrénom, getAge et je vais ajouter l'accesseur getNationalité qui permet de retourner la nationalité de la personne. D'accord? Et puis, pour la méthode toString, je vais ajouter la nationalité à la fin de la chaîne. D'accord? getNationalité. Je vais appeler l'accesseur. Dans la troisième étape, ce que je vais faire, c'est rendre le nouveau attribut sérialisable ou bien non sérialisable. Ça veut dire est-ce que je souhaite l'enregistrer ou bien non. Donc le code précédent, si je vais le compiler, ça va générer des erreurs ou bien une erreur de compilation parce que l'objet nation n'est pas sérialisable. Comme vous l'avez remarqué ici, la classe personne, elle contient trois attributs membres. Ils sont tous sérialisables, mais l'objet nation de la classe nationalité, on ne sait pas si on souhaite l'enregistrer ou bien non. Donc là, on doit préciser au programme que veut l'utilisateur. Est-ce qu'il veut que l'objet nationalité soit sauvegardé ou bien non. Donc on peut résoudre le problème par l'une des deux solutions suivantes. Pour la première solution, c'est rendre l'objet nation sérialisable ou bien mémorisable. Pour le rendre mémorisable, on va implémenter l'interface sérialisable dans la classe nationalité. C'est-à-dire que dans la classe nationalité, nous allons ajouter ici implements sérialisable. Et de cette manière, nous avons montré au programme que l'attribut nation, lui aussi, est sérialisable. C'est-à-dire on souhaite le sauvegarder. D'accord? La deuxième solution, c'est rendre l'objet nation non sérialisable. C'est-à-dire on ne souhaite pas le mémoriser. Des fois, l'utilisateur ne souhaite pas enregistrer toutes les informations des utilisateurs. Il y a certaines informations qui ne sont pas utiles ou bien qui sont confidentielles. D'accord? Par exemple, le mot de passe, c'est un attribut qu'on ne souhaite pas sauvegarder. Il est propre à chaque utilisateur. Donc là, on souhaite des fois ne pas le sauvegarder. Alors, pour rendre l'objet nation non sérialisable, on va spécifier dans la classe personne que la variable nation ne sera pas sérialisée. D'accord? Donc pour lui montrer, il suffit donc de déclarer cette variable, c'est-à-dire la variable nation, la déclarer comme transient. Alors pour rendre l'objet ou bien la variable nation transient, on va écrire comme suit, on va mettre private transient nationalité nation. C'est-à-dire lors de la déclaration de la variable nation, de type nationalité, on va mettre transient nationalité nation. C'est-à-dire on va dire que cet objet-là, ou bien l'attribut nation ne sera pas sauvegardé. Transient, ça veut dire on va le passer, on ne va pas le sauvegarder, on va le sauter. D'accord? Donc là, il y a deux façons pour traiter des objets qu'on va ajouter à une classe qui est déjà sérialisable. Soit on va sauvegarder aussi cet objet-là, donc on va implémenter l'interface sérialisable dans la classe qui a utilisé cet attribut, par exemple la classe nationalité. Ou bien, si on ne souhaite pas le sauvegarder, on va précéder sa déclaration par le mot transient pour dire que cet attribut-là ne sera pas sauvegardé. D'accord? Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.